Milton et Clarisse. C'est Nguezi aussi le nom Tarot, pardon. Ouais. Milton Nguezi et Clarisse Tarot, vous êtes le papa et la cousine d'Erin. Erin qui malheureusement nous a quittés dimanche. Milton, un mot, puisque vous êtes le papa, sur ce qui s'est passé, cette agression tout d'abord dont elle a été victime, c'était le 24 avril dernier, alors qu'elle faisait du stop pour rejoindre Saint-Laurent-du-Maroni, son lieu de travail, de stage. Milton, qu'est-ce qui s'est passé le 24 avril dernier, ce dimanche où Erin allait rejoindre en stop exceptionnellement son travail à l'office de tourisme de Saint-Laurent? Et normalement, mon fils, elle va faire les stops pour aller à Saint-Laurent au travail. Et il y a une montre qui sort à Javoué. Et les montres qu'il a arrêté récupérer lui. Et lui, il monte dans les voitures des montres. Et après, les montres qui commençaient à toucher. Et lui, il est agressé. Après, il est sauté dans les voitures. Elle est tombée dans les voitures. Elle est blessée là. Ça, vous avez été sur place, elle vous a appelé, un passant l'a aidé et elle vous a appelé, c'est ce qu'elle vous a raconté, vous l'avez vu sur place à ce moment-là, c'est vous qui êtes allé la voir? Et normalement, il y a une amie qui passait et lui, il a vu mon fils, il courait au milieu de la route. Après, il a arrêté. Quand il a arrêté, et mon fils, il connaît lui, et mon fils, il commençait à appeler à lui à son nom. Après, lui, il a dit, qui est-ce? Et mon fils, on a dit, c'est un fils de M. Milton. Et après, le monsieur, il a demandé, est-ce que lui, il y a mon numéro de téléphone? Et lui, il a donné le monsieur mon numéro de téléphone. Après, le monsieur, il m'a contacté. Il m'a dit, M. Milton, viens vite parce qu'il y a ton fils à terre là, il est sauté dans une voiture. Votre fille, hein, bien évidemment. Milton, juste votre fille, elle était dans quel état? Elle était blessée, elle saignait, elle était blessée à plusieurs endroits? Oui, elle est bien blessée parce qu'elle est blessée à son tête, son bras, tout son corps. Et elle est blessée. Et là, elle est prise en charge pour aller à l'hôpital, c'est ça? Oui, normalement, quand j'arrive là, et les pompiers ne sont pas encore sur place, mais quand j'arrive là, on est en entraînement pour contacter les pompiers pour les pompiers arrivent. Et le moment que pompiers, on arrive là et les gendarmeries, on arrive ensemble avec les pompiers. Là, à l'hôpital, elle a été auscultée, elle a pu être soignée? Quand on arrive à l'hôpital, après, il est fait rentrer dans les couloirs là, et lui, il le met dans une chambre. Après, on attend là un moment, et l'aide-soignant, il est venu, il est donné un traitement là, et après, on est resté attendre là. Et donc, il y a eu 2 mois qui se sont passés avec une dégradation de son état de santé. Elle est décédée dimanche, c'est ça? Ça s'était vraiment dégradé ces dernières semaines? Oui, parce qu'elle est déjà fatiguée, elle a des mal tout son corps et aussi elle mange pas bien et elle est très grave, Depuis dimanche, on vous a dit quoi à l'hôpital justement? Parce qu'elle aurait eu une infection, c'est ça? Oui, normalement, quand on est amené lui à l'hôpital, et elle m'a dit qu'elle a une infection grave dans sa sang. Vous vous êtes retourné aux urgences déjà entre-temps, c'est ce qui provoque aussi un petit peu votre incompréhension, c'est que vous êtes retourné à l'hôpital et on n'a pas gardé, malgré vos demandes, Erin à l'hôpital, c'est ça? Et j'ai mal compris. Non, parce que normalement, Erin, quand les jours qu'elle est blessée là, après, elle est retournée à l'hôpital parce que quand elle a des mal à son corps, elle a du mal à la tête, elle a des fièvres et sa mère est emportée à l'hôpital. Et comme sa mère est à l'hôpital et les docteurs en a dit c'est les fièvres normales et c'est Macron, c'est comme les corona, les docteurs en a dit, mais je pense que les infections, ça commence à ces moments-là. Clarisse, vous êtes sa cousine, mais vous travaillez également au même endroit où elle était en BTS alternance, c'est-à-dire à l'office du tourisme. Quelle image vous gardez d'Erin et de cette période où elle a visiblement souffert? Alors Erin, je garde une image d'elle comme une femme pétillante qui avait tant de projets, qui aimait danser, elle aimait sourire. Elle avait tellement de projets pour elle, pour sa famille, pour la Guyane, parce qu'elle comptait vraiment œuvrer pour ce territoire. Et à partir du moment où elle a eu ce drame-là, on l'a connue
s'éteindre à petit feu et vraiment en souffrant parce que même au niveau de son alimentation, ce n'était plus pareil parce que on mangeait ensemble, on mangeait des hamburgers, on mangeait bien le midi. À partir de l'accident, elle mangeait qu'une boîte de maïs par jour. Et même sa joie de vivre, on l'a perdue. Elle nous racontait plus de projets. On l'a vraiment vu partir à petit feu, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de douleur. Je l'ai vu en classe, je l'ai vu au travail. Au travail, le dernier jour d'ailleurs qu'elle est venue à l'office de tourisme, elle avait très, très mal. J'ai été la voir chez elle. Elle arrivait à peine à être debout, à peine à voir. Et elle avait aussi un traumatisme psychologique impressionnant parce que moi, elle me disait vraiment qu'elle avait très peur. Elle vivait de manière très traumatisante la venue de confrontation parce que elle sait que en France, en Guyane, on va relâcher le monsieur. Elle ne sait pas si le monsieur va la revoir et puis notamment penser à l'agresser. Du coup, elle avait très peur de cette confrontation. Il a été relâché en effet, mais placé sous contrôle judiciaire en attendant. Voilà, du coup, voilà ce qu'elle regrettait. Et aujourd'hui, savoir qu'on l'a perdu et que ce monsieur-là soit toujours en liberté, ça m'est vraiment amer. C'est vraiment une pilule qu'on n'arrive pas à digérer parce qu'on se dit qu'on a déjà perdu Erin. Et comme on a perdu Erin, ça a été gratuit. On ne l'a pas demandé. Et savoir que nous aussi, on a ce genre de prédateur qui rôde encore tout près de chez nous, sachant que nous aussi, le chemin de cette aventure, on l'a pas fini. On ira jusqu'au bout pour Erin. Et savoir qu'on court aussi ce danger-là tous les jours, c'est frustrant parce qu'il y a des victimes qui n'iraient pas jusque-là, qui n'auraient pas le courage aujourd'hui d'en parler ou d'arriver jusqu'au moment où Erin a pensé à appeler à l'aide, qui aurait peut-être pas accepté, mais laissé passer parce que de peur, on n'arrive pas à parler, le traumatisme prenait le dessus. Du coup, pour moi, c'est frustrant parce qu'on sait très bien que ça se répétera et on ne sait même pas combien de victimes sont vraiment enfuies, qui n'ont jamais eu le courage d'en parler. Donc, c'est frustrant et gratuit. Il est placé sous contrôle judiciaire dans cette enquête, hein. Bien évidemment, on ne peut pas parler pour l'instant, en tout cas c'est vous qui l'évoquez, mais d'autres victimes potentielles. Un mot, juste Clarisse, sur également cette difficulté que vous avez à comprendre le fait qu'elle n'ait pas été hospitalisée avant le dernier jour finalement. Oui, enfin, nous ne pouvons pas vraiment parler sans vraiment compétence du milieu médical, mais on se pose des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses parce que quand on perd quelqu'un, on doit d'abord passer par l'étape de l'acceptation et pour pouvoir l'accepter, il faut comprendre et s'il faut comprendre, on se pose des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses parce qu'au moment où on voit qu'elle a une infection dans le sang, on ne peut pas comprendre comment elle était à la maison, comment elle n'a pas eu à être entre de bonnes mains pour qu'elle dorme au moins paisiblement, pour qu'elle puisse reposer son corps parce que physiquement, on voyait qu'elle était fatiguée et que nous, à la maison, on savait qu'on n'avait aucune compétence pour pouvoir l'aider. Et arrivé à l'hôpital, on voit que l'aide n'était peut-être pas suffisante, on ne sait pas, parce que vraiment, on n'a pas de compétences dans le milieu, on ne peut pas juger. Mais vraiment, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comment les choses n'ont pas été vite. Est-ce que c'est parce que, par rapport au fait d'actualité qu'on est en train de vivre en ce moment à l'Ouest guyanais, par rapport au sous-effectif de personnel de santé, parce que dans le couloir, ils étaient quand même assez nombreux à attendre. Est-ce que c'est lié et pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est devenu normal que à l'Ouest ou en Guyane, on attende jusqu'à ce que ça s'empire et que on arrive là. Est-ce que c'est devenu une banalité? Est-ce que ça sera comme ça? Jusqu'à quand on va perdre des gens comme ça en attendant? Parce que les dernières minutes d'une personne sont quand même très précieuses. Peut-être que si on agissait plus vite, peut-être que les circonstances ne seraient pas pareilles. Donc on aimerait avoir des réponses. Dernière question. Un mot, Milton Nguesi, par rapport justement à ce qui va se passer maintenant. Il y a une autopsie qui va être engagée pour déterminer justement les circonstances, les causes de la mort. Vous allez prendre un avocat également, en tout cas essayer de
peut-être déposer plainte, savoir ce qu'il s'est passé. C'est ça aujourd'hui, vous êtes en quête de réponse? Et normalement, je pense pour un avocat et aussi je dois aller porter plainte contre les morts de ma fille. Merci beaucoup Milton, merci pour l'effort également de traduction à Clarisse et à vous-même. Donc une interview à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux de Radio Pays et puis dans les journaux de Radio Pays et le compte rendu sur notre site internet radiopays.com. Merci à vous.